Louis. C'est l'histoire de Lisa, Alexia et Julie. Elles ont 33 ans et elles sont amies depuis le lycée. Un jour, Alexia dit à ses deux amies qu'elle a une aventure avec un homme marié. Bon, Julie s'en fiche un peu. Lisa, en revanche, dit à Alexia « Arrête immédiatement de voir cet homme, par respect pour toi-même, mais aussi pour la femme de ton amant. » Comme Alexia refuse de le faire, Lisa va carrément voir la femme de l'homme en question pour lui dire que son mari la trompe avec Alexia. Pendant 2 ans, plus personne ne parle à Lisa. Ses deux amis et leur groupe de copains étendus trouvent qu'elle a un petit peu dépassé les bornes. Mais un jour, Julie, celle qui s'en fichait, appelle Lisa en pleurs. Apparemment, Alexia, celle qui avait une aventure avec un homme marié, avait maintenant une aventure avec son mari à elle. Alors elle lui dit « Pardon, Lisa, j'aurais dû t'écouter, c'est toi qui avais raison. » Et Lisa lui répond « Écoute ma vieille, je sais pas à quoi tu t'attendais, évidemment que t'aurais dû m'écouter. » Ce que Julie prend un peu mal, et Lisa ne comprend pas pourquoi. Elle va donc sur Internet, sur le forum de discussion « Am I the asshole ?» Am I En français, est-ce que c'est moi le connard ? the asshole? C'est un forum sur le site Reddit où des gens viennent demander si c'est eux les connards dans telle ou telle situation. Lisa raconte donc son histoire et demande « Est-ce que j'aurais dû agir différemment ? Est-ce que c'est moi, la connasse de l'histoire ? Sous-entendu, est-ce que ce serait pas plutôt Alexia ?» J'ai lu ce post de Lisa car j'ai un petit problème d'addiction à ce forum. En l'occurrence, sur cette histoire, moi j'ai un avis très précis. Je trouve que Lisa est infernale et qu'elle se prend pour une justicière de l'adultère, ce qu'elle n'est pas. Mais dans les commentaires en dessous du post, je suis très seule. Car selon l'immense majorité des gens qui réagissent, Lisa a agi tout à fait correctement. Et c'est pas la première fois qu'en lisant une de ces histoires, je suis pas du tout d'accord avec la majorité des autres avis. Et on se rend bien compte, quand on lit les débats sous les témoignages, que les jugements moraux des gens dépendent de la culture dans laquelle ils ont été éduqués, des systèmes de valeurs qui en découlent et de leurs idées politiques aussi évidemment. D'où cette question, que je me pose régulièrement quand je passe plus de 2 heures sur ce forum. Est-ce qu'il y a un moyen sûr de savoir si c'est moi le connard dans une histoire ? Des critères universels et intangibles. Et aussi, une fois qu'on est un connard certifié par d'autres que soi, qu'est-ce qu'on fait de cette information ? Je suis Marie Misset, bienvenue dans Émotion. Je me suis sentie soulagée, j'arrivais à trouver les gens qui parlent de ce que moi je vis. Ça me fait rire, ça me fait rire. Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages. J'ai tellement adoré que je me suis dit, et j'en veux encore. Mais j'avais pas vu venir ça du tout, mais quoi ? Mais je suis à fond. Émotion. Émotion. Quand on se demande si on a été un connard dans une situation précise, c'est nécessairement que cette potentialité nous embête. Les gens auxquels je m'intéresse dans cette histoire sont donc ceux qui ont les mêmes objectifs que mon amie Marie, à qui j'ai adressé ce vocal. Marie, est-ce que tu penses que c'est important dans la vie de ne pas être un connard, de ne pas être une connasse ? Ou est-ce que finalement, par rapport à d'autres choses, ça passe plutôt au second plan ? C'est dans le cadre de mon travail, hein. C'est pas... tu vois. Je sais que c'est dans le cadre de ton travail et que tu m'appelles pas en passif-agressif pour me dire « Dis donc toi, t'en as quelque chose à foutre d'être une grosse conne ?» Pour répondre à ta question initiale, je pense que c'est l'essentiel de ma vie d'essayer de pas être une connasse. À défaut d'être le but principal de la vie des gens qui se posent la question de savoir si oui ou non ils sont des connards, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, la réponse leur importe. Alors, comment savoir ? On peut partir de l'hypothèse qu'on sait quand on se conduit mal, et que c'est bien parce qu'on le sait qu'on est une personne à la moralité discutable. Parce que si on le sait pas, c'est pas vraiment notre faute, si. Pour commencer cette enquête, j'ai donc lancé un appel à témoins sur Instagram, en demandant aux gens s'ils savaient quand est-ce qu'ils avaient été merdiques pour la dernière fois. Ah, et en fait, vraiment désolée par avance pour tous les gros mots qui vont être dits dans cet épisode. Et il y a eu un témoignage qui m'a justement donné envie d'éclairer cette tension entre ce qu'on pense un peu intuitivement, à savoir qu'on est au courant quand on agit mal, et le fait qu'on n'est pas forcément capable de se le dire. C'est celui de Margot, qui n'est pas ultra dérangée à l'idée d'être une connasse par ailleurs. Du moins, c'est l'impression qu'elle donne. Moi, j'ai plein de fois été une connasse, mais j'ai toujours considéré que j'étais dans mon bon droit. Mais du coup, ça, c'est typiquement une attitude de connasse.
Donc avec plaisir, je peux t'en sortir plein. Je suis une connasse condescendante. Je suis une double C. Voilà. Je suis allée tirer ce mystère au clair chez elle. C'était un dimanche, son mec Raph était là, il m'avait fait des cookies. Avant qu'il nous laisse toutes les deux pour aller dans la pièce d'à côté, elle m'a dit « Non mais moi je pense souvent que j'ai raison, c'est lui qui me dit que je me comporte mal. » Et lui il a répondu « C'est pas que t'es une connasse, c'est que parfois tes attitudes peuvent laisser penser que peut-être tu serais... » Ouais, trop gentil le mec. J'ai demandé à Margot un exemple ou des exemples et je peux vous dire que j'ai rien regretté et que vous non plus, vous allez pas être déçus. Ouais, c'est surtout des moments, des situations de vie qui me gavent où du coup je vais être hyper insolente avec du personnel, par exemple à un aéroport ou dans un train, quand les choses se passent pas comme il faut et que je deviens vraiment connasse pour obtenir quelque chose. Donc je me rappelle par exemple d'être allée aux US, notre avion est annulé, on devait rentrer à Paris. Je sais plus ce qui se passe, mais on arrive, on est les deux seuls de l'avion à pas être mis sur le Air France direct retour en France. Et donc, ils nous disent, soit on vous fait passer par l'Angleterre et ça prend genre 39 heures, soit vous partez pour Miami et demain, vous aurez un vol qui vous ramène en France. Donc, on perdait beaucoup de temps, mais au moins, on passait pas des heures et des heures dans des avions. Donc, je dis d'accord et je m'assure avant le départ qu'une fois à Miami, nous serons logés, nourris, parce que quand même, c'est leur faute si on n'a pas d'avion. Évidemment, ils nous confirment qu'on sera pris en charge à 100%. Tu te doutes bien qu'arrivé aux US, il y a une queue de malades pour aller parler à des gens d'American Airlines et je comprends assez vite qu'on ne sera pas pris en charge. Et ça me fait vriller. Je me plante devant la meuf et je lui dis du coup comment ça se passe pour les hôtels, le transport à l'hôtel, la nourriture. Et elle me dit c'est à vos frais. Donc je lui dis non, au début je suis dans un truc juste de non, c'est pas ce qu'on nous a dit au départ. Et puis dans ces situations-là, assez vite tu te rends compte que tu n'as aucun pouvoir, qu'ils en ont rien à foutre, que ce que t'as dit la meuf au départ. Donc moi à ces moments-là, à l'inverse de Raph. Raph, c'est ton mec. Ouais, exactement. Lui, à un moment, il comprend qu'il aura rien, donc il se dit, voilà, la résilience, la vie, c'est comme ça, on accepte. Moi, je me dis, j'aurai pas mon hôtel, mais je veux quand même la bagarre. Et c'est là, souvent, que je deviens connasse. Et je commence à lui dire, ok, moi, je veux récupérer mes valises. Évidemment, c'était un transit et tout. Elle me dit, c'est pas possible. Et je lui dis, oui, mais moi, dans ma valise, il y a mes médicaments, j'ai une nécrose vaginale et je dois soit me doucher toutes les 3 heures, soit prendre un médicament toutes les 3 heures. Donc, soit il faut me mettre dans un hôtel où il y a une douche, soit il faut me donner accès à mes médicaments. Est-ce que ça existe, la nécrose vaginale ? Je pense pas. Et là, elle me dit, mais pourquoi vous laissez vos... déjà, en fait, c'est ça, pour moi, le vrai truc de connasse, c'est que elle sait que je la mytho. Mais elle peut pas me regarder et me dire « Espèce de grosse conne, t'as pas de nécrose vaginale ?» Et du coup, je lui dis « Je veux voir votre manager. » Donc elle fait venir un gars et je dis au gars « moi j'ai une nécrose vaginale, je veux récupérer mon sac. » Il me dit « C'est pas possible. » Et je lui dis « Et puis en plus, j'ai pas d'argent. Toutes mes affaires sont dans mon sac. Et là, j'ai faim et j'ai soif et je vais mourir. » Et il me dit mais pourquoi vous avez mis votre carte bleue dans votre sac en soute ? Mais bien sûr que non. Je lui dis, c'est écrit dans les petites lignes des contrats de American Airlines qu'il est interdit de mettre ses cartes bleues en soute ? Est-ce que j'ai break a rule ? Et c'est rentré dans un truc, et là, il a fait venir les flics, et là, Raph me dit, Margot, putain, il y a les keufs qui arrivent, franchement, ta gueule. Donc on a fini sur un lit de camp, dans un auditorium de l'aéroport, avec rien. Sauf que il y avait plein de gens qui m'avaient entendu, qui pensaient qu'on n'avait pas nos cartes bleues, qui sont venus nous donner leur voucher. Donc on avait genre 250 balles de voucher dans les restos de l'aéroport. Donc en fait, on s'est gaffé. Ça aussi, du coup, c'est connasse parce que... Mais j'osais pas leur rendre, en vrai. J'étais là, non, mais c'est bon, en vrai, et tout. Vous remarquerez les multiples occurrences à Raph, le copain, dans cet échange. C'est quand même lui qui fait office de rappel à la raison, d'appel à l'éthique. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est allé voir Raph dans son antre. Il avait mis un casque pour ne pas nous déranger, donc on l'a un peu surpris. Moi, je voulais savoir ce qu'il pensait de cette histoire d'aéroport. Quand on était avec la meuf d'American Airlines, et que toi t'as dit c'est bon, vas-y, lâche l'affaire, de toute façon on n'aura pas d'hôtel, et que moi je lui ai dit que j'avais une nécrose vaginale et qu'ils ont envoyé les keufs. Moi j'ai trouvé que t'avais de l'imagination.
Mais t'as trouvé que j'étais une connasse? Non, pas forcément là. Ah bon? Non. Bah quand alors? Bah qu'il y a pas de miroir. Bah alors là je vois pas. C'était davantage. Mais quand est-ce que je suis une connasse? C'est curieux que ce soit le premier truc qui vienne spontanément quoi. S'inventer une nécrose de la chatte, c'est quand même marrant quoi. Ce qui a failli nous valoir d'aller dans les geôles américaines. T'as pas dit ça? Donc, Margot a visiblement intégré un mini Raph dans sa tête qui lui dit quand elle se comporte pas tout à fait correctement, même quand le vrai Raph ne le pense pas tout à fait. C'est son Jiminy Cricket personnel, quoi. C'est le jugement des autres qu'elle a fait sien. Elle pense qu'elle a raison, mais en même temps, elle sait bien qu'elle dépasse un peu les limites, et le miroir que lui renvoie Raph lui donne aussi des indices. Dès que j'ai commencé à réfléchir à cette question, j'ai pensé à un sketch de Louis C.K., cet humoriste qui cartonnait aux États-Unis et au-delà, j'étais très fan, jusqu'à ce qu'à la faveur de MeToo, on découvre qu'il a agressé sexuellement plusieurs femmes humoristes. Dans ce sketch qui date de 2015 et auquel c'est sûr qu'il a beaucoup repensé depuis, il dit « C'est pas à toi de décider si t'es un connard ou pas, c'est au reste du monde de te le dire. » En gros, si 15 personnes te disent que t'es un connard, essaie pas de dire que non, tu n'en es pas un, c'est pas toi qui décides. Je pensais pas du tout avoir quelqu'un qui me répondrait aussi vite et aussi honnêtement à cette question. J'ai rencontré Brice, qui a été interpellé par mon appel à témoins et qui a justement une histoire où il n'arrive pas à déterminer s'il est un connard alors que 2 personnes se sont chargées de lui dire. Verre d'eau, j'ai citronnade, sinon elle est peut-être pas très fraîche encore. Pour lui, qui admet facilement avoir été nul à plusieurs moments de sa vie, cette fois-là, c'était pas le cas. Et il le vit encore aujourd'hui comme quelque chose de très injuste. Hop, direction chez Brice. Quand j'arrive, il me sert une limonade avant de me raconter ce qui le hante depuis 4 ans. Genre une citronnade maison. Ouais, alors maison, citronnade, c'est quand même vraiment... Enfin, tu vois, c'est dans le genre, les trucs maison, c'est un peu genre... C'est l'histoire de Brice, qui est en couple libre, qui fréquente 2 femmes en parallèle. Elles sont parfaitement au courant, elles se rencontrent, et pendant qu'il est en vacances, elles se mettent en couple. J'avais une amante que j'ai fréquentée pendant 1 an, un peu plus d'1 an, qui a rencontré une ex à moi qui était une de mes amies les plus proches, qui était un peu une amante aussi à nouveau à ce moment-là. Elles se sont rencontrées une fois chez moi, je suis parti en vacances, je suis revenu de vacances, elles ont débarqué les 2 chez moi en m'annonçant qu'elles étaient ensemble et qu'elles avaient des choses à me dire. Mine de rien, c'est quand même un peu un choc, tu pars avec 2 nanas que t'aimes bien qui se sont vues 2 fois et elles reviennent en te disant en fait on se met ensemble et on a passé beaucoup de temps à parler de toi. Tu le vis pas forcément ultra bien. Et en fait, elles se sont posées devant moi et m'ont fait un procès pendant 2 heures sur mon comportement avec les femmes. Et ça a été très très violent parce que j'étais à une période de ma vie où quand même j'avais commencé à faire hyper attention dans mes rapports aux femmes, en termes de sincérité, en termes de transparence, sans dire que j'étais parfait, loin de là. Et bien sûr que j'ai commis des impairs, enfin il y a des choses que j'ai pas bien faites dans ces relations non plus. En tout cas, moi je l'ai vécu comme étant dépeint comme une forme de monstre. Et ce qui tracasse vraiment Brice, c'est qu'il a l'impression que tout était très clair pour tout le monde sur les modalités de leur relation. L'autre point, et c'est là où je pense que ça m'a vraiment détruit, c'est qu'en fait, elles n'ont rien dit que je ne savais pas. Aucune chose dont on n'avait pas déjà parlé ensemble. Et je pense que ça a été ça le plus dur, c'est-à-dire que tout ce qu'elles m'ont reproché, ou affiché comme étant problématique, c'est des choses que je savais, qui étaient relativement assumées, qui étaient assez transparentes de ma part avec elles, et dont on avait déjà parlé ensemble. Et le fait là qu'elles me le renvoient tout à coup, en disant, en fait, c'est pas ok, et tu fais du mal en faisant ça, c'était genre, en fait, je suis démuni, qu'est-ce que je peux faire d'autre que d'expliquer comme je suis, comme je fonctionne, ce qu'il y a pour moi, et en laissant, je l'espère, le choix à la personne de dire ça me va pas. Franchement, cette histoire, c'est un très grand classique de Am I the Asshole ? Je m'explique. Quand j'écoute Brice, je me dis qu'il a l'impression de jouer une partition selon des règles qui sont claires pour lui. Des règles dont il avait fait part à ses 2 filles et qu'il a respectées. Les règles d'un homme en couple libre qui ne triche pas avec ses amantes. Il y avait un contrat, il a joué dans les limites du contrat. Dès lors, comment est-ce qu'il pourrait être un connard ? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Cette histoire de Brice, j'en ai parlé à Maxime Rovert.
C'est un philosophe spécialiste de Spinoza. Spino, c'est quand même l'auteur de l'Éthique, un livre essentiel de la philosophie moderne. Il y a quelques années, Maxime Rovère a aussi écrit « Que faire des cons ?» pour ne pas en rester un soi-même. L'un dans l'autre, il m'a semblé être un excellent interlocuteur pour répondre à mes questions. Dans les jardins de l'école normale supérieure, rue d'Ulm, où il m'a donné rendez-vous avec un badmi, je lui parle rapidement de Brice et du fait que d'après lui, tout était pourtant clair dès le début dans son fonctionnement. Est-ce qu'on peut être un connard si on respecte des règles préalablement établies ? Dans des couples comme dans des familles, on ne peut pas vivre sans règles. Mais dans les couples comme dans les familles, ces règles, elles sont enfreintes régulièrement. Donc, si on veut tenir ensemble, vivre ensemble, il n'y a pas d'autre moyen que de dire, alors, ça, est-ce que c'est caduc ? Est-ce qu'on le redéfinit ? Et donc, c'est très amusant parce qu'en réalité, on a besoin de règles, mais on a besoin de les transformer régulièrement. C'est pour ça qu'il faut se parler. Les règles dans des relations interpersonnelles ont donc vocation à être tout le temps renégociées. D'autant qu'on parle de règles, mais c'est pas vraiment le mot qu'a utilisé Brice. Lui, il dit « je sais comment je fonctionne, je connais mes limites, et voilà, c'est à prendre ou à laisser ». D'ailleurs, Maxime Rovère non plus n'estime pas que ce sont véritablement des règles. Quand on dit règles, c'est souvent des besoins. Ça veut dire, si je te dis « écoute, Marie, on se met en couple, mais il faut que tu saches que si tu vas voir quelqu'un d'autre, ça va me faire de la peine », on va l'établir comme une règle, mais fondamentalement, c'est un besoin à moi. Il faut comprendre que la règle, c'est pas parce qu'on l'a dite qu'elle est valable, c'est parce qu'elle exprime un besoin. Il faudra que tu reviennes vers moi et que tu me dises « bon, alors voilà, j'ai ce besoin, où est-ce que tu en es de ton besoin ?» Et là, on commence quelque chose de l'ordre de la diplomatie. La diplomatie, la rediscussion des besoins, c'est peut-être ce qui a manqué dans cette double relation de Brice. Je pointe pas de responsabilité, mais c'est ce que j'entends un peu quand il me dit que ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir peut-être entretenu à son insu un doute sur la nature de ses relations. Une des deux m'a dit « l'attention que tu portes aux gens et la présence... Enfin, moi, il n'y a que les gens amoureux de moi qui sont comme ça avec moi. Et du coup, tu ne peux pas ne pas être amoureux de moi. Et donc, quand visiblement, je ne suis pas amoureux, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, mais que j'aime encore beaucoup maintenant, que j'admire, je trouve hyper... Mais je ne suis pas amoureux. Je ne voulais pas faire ma vie avec, je voulais pas... Il y avait des limites très strictes du fait que j'avais une relation principale en plus, tout. En fait, de la renvoyer au fait que elle avait une position dans mon cercle relationnel qui imposait des limites, je comprends que ça soit hyper violent. Et là, je dis, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire de plus que te laisser le choix de venir ou pas venir ? C'était un peu la question du moment. C'est sûr que cette question « qu'est-ce que je peux faire de plus que de te laisser le choix de venir ou pas venir ?» ne laisse effectivement pas énormément de place à la négociation. Je l'avais jamais vu comme ça, mais d'après Maxime Rovère, pour qu'une relation fonctionne, il doit y avoir de la souplesse dans nos limites. Tu vois que la règle, là où elle nous apparaît d'une manière très figée, justement sur le modèle d'une loi qui serait écrite, c'est pas vraiment comme ça. Des règles entre des individus, en fait, ce sont des interactions qui sont toujours en mouvement. Et donc, il faut savoir exprimer son besoin, assumer son besoin. Entre parenthèses, rien que ça, c'est un taf. Par exemple, je vais te donner un chiffre. Pendant que Maxime Rovère parlait, parce que pendant que les gens me parlent, je les écoute pas. Pendant que Maxime Rovère parlait, je me suis dit, oh là là, mais bien sûr, mais c'est là que réside une partie de l'équation impossible de Brice. C'est ça qui est marrant avec les humains, c'est qu'on sait même pas ce qu'on veut. C'est là aussi où ça marche mieux à deux. Parce qu'à deux, les choses vont s'éclairer par miroitement avec l'autre. Et donc du coup, progressivement, on va cesser d'être un connard ou une connasse, justement parce qu'on apprend à s'écouter et à se découvrir l'un par l'autre, et justement à explorer des trucs qu'au départ, on n'était peut-être pas prêt à faire. Beaucoup de situations, en fait, sont des opportunités plus que des choix. Et donc c'est plutôt, au lieu de se dire « ouais, je dirige ma vie, je contrôle, je sais ce que je veux », regarde les choses en face, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Et du coup, c'est pas étonnant qu'on ne contrôle pas vraiment sa vie. Et du coup, on va essayer de réagir à ce qui existe réellement. Donc il faut essayer de penser de cette manière-là. Et ce truc de ne pas savoir ce qu'on veut, surtout dans des relations amoureuses, c'est genré en plus. Dans son livre passionnant La conversation des sexes, la philosophe et féministe Manon Garcia dissèque les ambiguïtés du consentement. Elle explique qu'on ne le donne pas toujours de manière éclairée, d'autant plus quand on est une femme. Les normes de genre poussent par exemple plus spécifiquement les femmes à dire oui à des choses auxquelles elles n'adhèrent pas forcément. L'homme propose et la femme dispose. Ce sont des normes de genre avec lesquelles on a grandi, dit-elle. Quand j'ai lu ça, de Manon Garcia, j'ai sursauté parce que ça,
Brice, il me l'a dit quand il évoquait une de ses anciennes relations. Je proposais, elle disposait. Ce qui a été un peu mon rapport aux femmes pendant très longtemps. Ça fait pas de lui un connard, mais ça explique peut-être les malentendus. Cette phrase rappelle exactement ce qu'implique la notion de consentement, c'est-à-dire que le seul choix des femmes reviendrait à accepter ou à refuser le désir de l'autre sans explorer le leur. Là où donc Brice a une vision claire de ses besoins, les personnes en face peuvent découvrir au fil de l'eau que les règles mises en place leur font du mal. D'ailleurs, Brice, il a conscience qu'il a fait du mal à au moins une de ces deux femmes. Aujourd'hui, il est de nouveau en bon terme avec les deux filles qui lui ont dit tout ça. Après 2 ans de froid intense, ils se sont reparlés, il a même rencontré leur enfant. Ça s'est fait petit à petit, en crevant l'abcès mais pas trop. Il leur a même demandé si elles accepteraient de donner leur vision de l'histoire ici. Elles ont dit qu'un podcast, c'était sans doute pas l'endroit. En tout cas, cette incertitude continue de lui peser. Ce que tu voudrais, je veux dire, la partie non sereine de toi sur cet épisode, ce serait qu'elle vienne te voir et qu'elle te dise on s'est trompé. Soit ça, soit que moi, je tombe d'accord avec elle. C'est-à-dire que j'ai passé 2 ans en thérapie à dire mais si elles ont fait ça, il y a une raison, quoi. Où est-ce que j'ai merdé ? Où est-ce que j'ai été ce qu'elles m'ont renvoyé à ce moment-là ? T'as pas trouvé ? Non. Avec 3 thérapeutes différents. donc je me dis qu'à un moment, j'ai fait l'effort quand même, tu vois, de chercher. Quand j'ai parlé à Maxime Rovère de tout ça, on était toujours sur notre banc dans un jardin, tel Socrate et Platon, sauf qu'on ne marchait pas parce que c'est pas bon pour la qualité du son. Maxime Rovère me disait, c'est pas grave de pas voir où on a été un connard, ça arrive. Le défi, pour qui aime le contrôle, c'est d'accepter que la définition de soi ne nous appartient pas. Et pour lui, les autres sont un indispensable révélateur. Il faut comprendre un truc absolument dingue, c'est que le terrain de la connaissance de soi, c'est l'autre. Tu veux te connaître toi ? Arrête de te regarder le nombril, intéresse-toi à quelqu'un d'autre. Tais-toi, pose des questions, écoute, et en fait, t'en apprendras plus sur toi-même à écouter quelqu'un qui parle qu'à te plonger dans des enquêtes sans fin en mode soliloque ou monologue, tu vois. C'est très contre-intuitif parce qu'on se dit non mais moi j'ai pas le temps pour les autres, moi j'en donne déjà trop et tout. Ouais, mais en fait tu comprends pas que tu te constitues comme un sujet, comme on dit en philo, à partir de l'altérité. Donc au fur et à mesure que tu galères et que tu vois que tu t'avances pas, tu peux utiliser les autres comme des miroirs. Ce seront des miroirs déformants, t'es pas obligé de croire ce que les autres te disent, mais en tout cas de l'écouter. C'est là à nouveau où la curiosité revient. Je trouve ça super important de dire qu'il faut les écouter, mais qu'on n'est pas obligé de les croire les autres. Peut-être que Louis C.K. qui nous disait qu'à partir du moment où les autres nous disent qu'on est un connard, on en est un, ça n'est pas vrai. En revanche, c'est pas une réflexion qu'on peut mener tout seul. Si Brice n'a pas trouvé après 4 ans de thérapie, c'est sans doute que ce débat avec lui-même ne fera pas l'économie d'une nouvelle discussion avec ces 2 femmes. Vous vous rappelez ma question de départ, de savoir s'il existait une sorte de règle morale universelle qui ferait de nous un connard, quelles que soient les circonstances ? J'ai l'impression que l'histoire de Margot peut nous aiguiller. Au départ, j'étais pas sûre de la trouver connasse. Elle parle d'une réaction face à son impuissance dans une situation où elle est clairement lésée. Est-ce que ça fait d'elle quelqu'un de mauvais sur l'instant ? Elle m'a expliqué pourquoi, selon elle, c'était le cas. Moi, je me suis sentie connasse de faire ça. Et en même temps, je me suis sentie hyper gargarisée de faire ça. Parce que comme, en fait, t'as aucun pouvoir et que t'es tout le temps le larbin de tous les grandes compagnies du monde et que même quand t'as payé ton putain de billet d'avion, on te met pas dessus et on te laisse dans la merde. Donc j'étais contente d'avoir ma petite revanche. Mais il y a quand même un truc où cette fille, elle y peut rien. Je la mets dans une situation où, ouvertement, je lui raconte un énorme mytho, donc c'est humiliant, je la prends vraiment pour une conne. Je prends le pari qu'il y a donc bien ici quelque chose que Margot sait intimement. C'est qu'elle a mis cette employée d'une compagnie américaine dans une situation très désagréable où elle ne la respecte pas. L'employée d'American Airlines devient son emploi, elle n'a pas d'existence propre, elle est la personnification d'une entreprise qui, au passage, ne respecte pas non plus Margot. Mais en tout cas, c'est ça qui met Margot sur la piste. Si on cherche un critère universel pour savoir si on est un connard ou pas, il me semble qu'on tient quelque chose. Brice, qui ne sait pas s'il s'est mal comporté avec ses amis, m'a aussi raconté plusieurs situations où, en revanche, il a la certitude de s'être mal comporté. Dont une qui m'a semblé plutôt mignonne et inoffensive, mais dont la conclusion m'intéresse. C'est en quelque chose comme 2011-2012.
J'ai ma copine qui, elle, habite à Toulouse et qui vient me rendre visite de temps en temps, et puis moi, j'y vais. Et là, elle est là et on a dû faire un ciné, on est au McDo ensemble. Et c'est les périodes au McDo où il y a le jeu Monopoly. Il y a des petites étiquettes sur les emballages et de temps en temps, on a un cheeseburger gratuit, une boisson gratuite et il y a des choses à gagner. Et là, il y avait notamment un jeu de cartes, Monopoly Deal. Je suis au McDo, je gagne Monopoly Deal. Je suis content, j'aime bien les jeux de société et tout. C'est marrant, je prends le paquet, j'ai un intérêt très limité, je n'ouvre même pas le jeu sur place. Il est sous blister, il est posé sur le plateau. Et donc on mange, et là il y a un père et son fils qui viennent, et le père me parle en me disant « Ah, vous l'avez gagné, est-ce qu'on peut regarder ? Parce que ça fait une semaine qu'on vient quasiment tous les jours en espérant le gagner, et on l'a pas eu, quoi. » Et je dis, bah ouais, pas de souci, regardez, quoi, vraiment. Et il regarde et on discute très rapidement. Il dit, bah merci et tout, il le repose. Et il part avec son fils qui devait avoir, je sais pas, 10 ans, quoi, un truc comme ça. Et il s'écoule quelques minutes, puis je regarde ma copine et je lui fais, mais pourquoi je leur ai pas donné ? Et elle me regarde, elle dit, bah ouais, j'ai pas compris. Et je dis, mais pourquoi tu m'as pas dit ? Et en fait, ce truc a été quelque chose qui m'a hanté mais très longtemps, vraiment, de me dire mais pourquoi à ce moment-là j'ai pas fait ce qui devait être fait. Je m'en fous de ce jeu. Ce jeu est resté sous blister pendant des années. Ouais, j'ai mal agi quelque part. C'est pas grave, je veux dire, c'est pas grave. Mais j'aurais pu faire quelque chose de bien et j'ai décidé de pas le faire, un peu inconsciemment, mais aussi par manque d'attention, je pense. Ce dont Brice parle, c'est une histoire de considération. Peut-être que les moments où l'on se conduit le plus mal, c'est ceux où l'on n'est pas capable de considérer la personne en face de nous comme une personne à part entière. Considération au sens où même c'est son absence d'existence, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une entité qui a sa propre vie et sur laquelle on va agir, c'est juste, elle est là pour servir notre vie. Voilà, il est là, le mec arrive avec son gamin, il apparaît dans ma vie, et en fait je décide à ce moment-là, inconsciemment, que c'est un figurant qui passe et après j'y pense plus. Sauf que c'est pas ce qui se passe. C'est pour ça, à mon avis, que notre copine Lisa, celle de l'introduction de l'épisode, va sur Am I the Asshole pour savoir si elle a mal agi en dénonçant son ami. Est-ce que j'aurais dû agir différemment ? Bien sûr, il y a la réaction de ses amis, mais même chez ce parangon de vertu, il y a un doute. Est-ce que c'est moi, la connasse de l'histoire ? Est-ce que quand je vais voir une femme que je ne connais pas, en lui disant que son mari la trompe, j'agis pour elle, ou pour moi et mes petits principes ? Est-ce qu'elle est le centre de cette histoire, ou est-ce que c'est moi ? Je me suis moi-même remémoré des trucs. Une dizaine de situations qui font de moi une connasse selon ce critère. Quand je regarde pas un caissier ou une caissière dans un magasin parce que je finis un texto, quand je prends pas en compte la fatigue, les émotions de la personne avec qui je vis et que je préfère être de mauvaise foi plutôt que de le faire, quand j'écoute pas mon enfant parce que ça m'arrange de plutôt faire le truc dont moi j'ai envie. Ne pas traiter les autres comme de simples moyens, parfois comme des éléments du paysage, c'est un vrai travail quotidien. Margot, par exemple, au-delà du fait qu'elle rende dingue les gens dans les aéroports, elle essaie de faire de son mieux pour respecter les gens, ses valeurs, son éthique. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas une connasse quand elle dit qu'elle l'est, mais c'est pas une condamnation permanente. À ce propos, en parlant de Raph, son mec qui est super gentil et attentionné, je peux en témoigner, il m'a offert des cookies, souvenez-vous, voilà ce que Margot la grande balance m'a sorti au moment où notre entretien était à peu près terminé. Au quotidien, il est très doué avec les gens, mais il a trompé 7 fois son ex. Moi, des fois, je suis une connasse, mais j'ai jamais fait de mal aussi fort à quelqu'un. Je pense qu'on est tous, à un moment dans notre vie, le connard ou la connasse de quelqu'un. C'est inévitable. C'est inévitable, oui, mais ça veut pas dire qu'on peut pas bosser dessus. Maxime Revert, il a une métaphore très parlante à ce sujet. En fait, tu as deux modèles. Tu as le modèle permis de conduire et le modèle brosse à dents. Le modèle permis de conduire, c'est que tu crois que tu vas effectivement apprendre les règles et puis après, tu vas passer ton permis. Et si tu l'as une fois pour toutes, au moins si tu continues à suivre les règles. Donc ça, c'est l'idée qu'en philosophie, si on comprenait bien les règles du comportement humain, les causes qui nous déterminent, des trucs comme ça, on arriverait à se comporter bien. Et on passerait une ligne au-delà de laquelle on serait plus du tout un connard. Il est plus réaliste de se référer au modèle de la brosse à dents. Ça veut dire, tu peux te laver les dents de la meilleure manière que tu veux. Un soir où tu as vraiment envie de prendre soin de toi, où vraiment tu récures, là, tu passes la petite brossette et tout, tu fais les choses très bien. Ça ne fera pas que le lendemain, il faudra quand même que tu te rebrosses les dents. Et donc, il va falloir de toute façon
en philosophie, reposer la question de sa propre connerie encore et encore, parce que c'est justement par cette dynamique, exactement comme on a une bonne haleine quand on se brosse régulièrement les dents et des bonnes dents quand on les entretient, de la même manière, on devient quelqu'un de bien en permanence parce qu'on s'interroge sur les zones où on a déconné. Une forme d'hygiène, c'est ça que tu me dis. Exactement, c'est une hygiène émotionnelle, affective, intellectuelle. Si on suit cette histoire de brosse à dents, ça veut aussi dire que c'est pas parce qu'on s'est pas lavé les dents le mercredi qu'on peut pas faire mieux le jeudi. Et tout ne se vaut pas, soyons clairs. Entre l'histoire du McDo de Brice et celle de quelqu'un qui utilise ses proches à des fins personnelles, qui traite son partenaire comme un objet ou qui oublie que les gens en face sont des humains, il y a un monde. Mais le processus pour déterminer si on a agi correctement, ce retour sur soi, il dit quand même quelque chose de la personne qui l'effectue. Car le vrai connard, celui qui est décrit comme un fléau de l'humanité qui nous mène à notre perte collective dans un livre assez hilarant qui s'appelle « Connard, enjeux et perspectives » du journaliste et scientifique Éric Lablanche, c'est celui qui s'en fout de savoir s'il en est un ou qu'il en a été un. Quand tu me dis j'ai rencontré un connard, c'est quelqu'un qui me disait « Ah, j'ai déjà été un connard », j'ai envie de te dire « Ah non, justement, là tu as rencontré la personne qui se pose les bonnes questions. » Les connards, c'est tous les autres, ceux qui, justement, à aucun moment ne se retournent vers leurs propres actions et en se disant « Là, il y a de l'erreur, là, il y a de la maladresse, là, il y a peut-être même de la faute. » En tout cas, tu vis ton remords ou tes regrets de la manière que tu veux, mais justement, la posture qui consiste à dire « Moi, dans la vie, j'ai ni remords ni regrets », c'est une posture dégoûtante. Bravo pour la formule, Maxime. Tu as une posture dégoûtante et quelque chose que j'aimerais bien replacer dans ma vie. Alors, si vous vous demandez si vous n'êtes pas un peu un connard dans une situation, comme tous ces gens qui postent sincèrement sur Am I the Asshole, sachez que vous êtes sur la bonne voie, ou comme dirait Maxime Revers, sur la voie de la guérison. Moi, je dirais que c'est le début d'un convalescent. Ça veut dire que quelqu'un qui commence à s'interroger sur sa propre connerie entre dans une dynamique où il va répondre « non car oui ». Suis-je un connard ? Non car oui, ça veut dire oui, j'ai été un connard ou je suis un connard encore. Mais par contre, le fait même de m'interroger dessus commence à mettre en œuvre l'effort qui va me transformer. Et cet effort de transformation, en fait, il est permanent. Ça veut dire il faut le recommencer tous les jours et il va durer toute notre vie. Donc si les erreurs de Brice du passé peuvent servir le Brice du présent pour que Brice du futur soit moins un connard, je pense qu'on est bien. Bien dit, Brice. En attendant les Brice et les maris du futur, et quand on aura tous fini notre auto-examen quotidien dans la joie et la douleur, mais sans non plus y laisser toutes nos plumes, je ne peux que vous conseiller, pour décompresser et relativiser, d'aller lire quelques histoires sur le subreddit Am I the Asshole pour assouvir votre soif de jugement sur les autres, parce que quand même ça fait du bien, d'autant plus que vous pouvez le faire en plein accord avec vous-même, puisque les gens que vous jugez ne demandent que ça. Je suis Marie Misset, vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore est de Guillaume Giraud. Elsa Berthaud est en charge de la production. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous envoyer plein d'étoiles sur votre appli préférée. Vous pouvez aussi nous envoyer vos retours à l'adresse hello@louismedia.com. À dans 2 semaines.